Vas-y, t'es un salarié, c'est bien, fais ton taf et casse-toi. En fait, je pense que je vais commencer par les avantages, parce qu'il y en a quand même moins que des inconvénients. Je commençais à 7h le matin, je finissais à peu près à 20h le soir. C'était rare qu'on prenait des pauses entre midi et 2. Et on faisait ça du lundi au samedi. Donc, ce qui se mettait en poche, je me suis dit, mais putain, moi je suis vraiment un abruti en fait. Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. Quel est l'échappatoire possible au monde du travail? Alors, on va laisser dans quelques instants la parole à Abdé, qui va nous donner son retour d'expérience sur le sujet. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et restez bien jusqu'à la fin. Alors, Abdé, pourrais-tu, s'il te plaît, dans un premier temps, nous dire quel est pour toi ton premier ressenti ou plutôt ta première expérience au niveau du monde du travail de façon générale? Ok, d'accord. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais juste énoncer un petit peu mon parcours par rapport au monde du travail, même s'il n'est pas très long. En fait, j'ai une licence professionnelle contrôle de gestion. À l'issue de celle-ci, je suis directement rentré sur le marché du travail. J'ai travaillé pour une entreprise industrielle qui siégeait en France et je travaillais en France et en Suisse. Après ça, j'ai travaillé dans une société de distribution. Et j'ai aussi travaillé pour l'État à 2 reprises. En fait, même avant ma première expérience, quand j'étais en stage dans un cabinet comptable, je me suis rendu compte que le monde du travail, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Et que soit c'est pas la bonne structure, soit c'est pas le bon format pour moi. C'est pour ça qu'au début, j'ai laissé le temps faire et j'ai laissé l'expérience venir pour vraiment pouvoir me prononcer dessus. Parce qu'on va parler des avantages et des défauts du monde du travail. Je pense que je vais commencer par les avantages, parce qu'il y en a quand même moins que des inconvénients. Alors déjà, l'avantage du monde du travail, c'est que c'est quand même plutôt stable. Tu n'as pas trop de surprises, quelle que soit en général ton implication. Bah, ça ne va pas spécialement changer ta rémunération ou quoi. C'est encadré et c'est sécuritaire d'un point de vue financier. Donc maintenant, quand tu veux emprunter de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter un appartement ou quoi que ce soit d'autre, dans le cas du CDI, forcément dans le cas du CDI, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire assez simple, parce que ça dépend de l'économie en question, comment elle est actuellement en fait. Mais disons que c'est plus facile, ça facilite les choses. Personnellement, c'est les seuls points positifs auxquels je vois. Moi, j'ai vu surtout beaucoup d'inconvénients. Alors, je m'explique. Déjà, le premier problème que j'ai trouvé dans le monde du travail, c'est l'ambiance globale. Effectivement, il y a des entreprises où ça se passe mieux que dans d'autres, où l'ambiance est meilleure, mais globalement, il y a ce truc-là un peu hypocrite où tu joues un rôle en fait, et c'est pas forcément super à vivre dans la vie de tous les jours. Ensuite, c'est un monde où vraiment il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin, du moins en France, si t'as pas franchement je dirais presque des décennies d'expérience dans un domaine, on va pas te valoriser avec une vraie rémunération. En France, c'est pas trop un pays où tu vas venir, tu vas faire beaucoup de négociations de ton salaire, ce genre de choses. Disons que sur ce point-là, je m'y retrouvais pas non plus. Genre, personnellement, quand on dit à quelqu'un, voilà, tu travailles par exemple 35 heures et que tu donnes ce temps de vie pour quelque chose, soit c'est passionnant, soit c'est très lucratif. Personnellement, j'ai trouvé que c'était ni l'un ni l'autre. Le monde du travail est assez sournois de façon générale. Les gens vont toujours vouloir se marcher dessus pour être les plus valorisés. Ça me correspondait pas, personnellement, ça me correspondait pas. Je me voyais pas faire ça pendant 43 ans. Ok, donc du coup, toi, C'est pas... t'as décidé du coup de te mettre dans l'entrepreneuriat, puisque finalement le monde du salariat c'était quelque chose qui ne collait plus à ta personnalité. Si on peut résumer, t'avais une forme d'hypocrisie dans ton dernier travail que tu ne supportais plus, et c'est ce qui t'a finalement donné envie d'essayer quelque chose, de voir potentiellement ailleurs si l'herbe elle est pas plus verte en gros, quoi, c'est ça, hein? Bah en fait, c'est au début ce que je me suis dit. Après la première expérience, je me suis dit, ouais, peut-être que l'herbe est plus... peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas la bonne société, peut-être que les personnalités ne me correspondaient pas par rapport à la structure où j'étais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est comme ça un petit peu partout. Parce que même quand tu regardes autour de toi les personnes qui sont dans le monde du travail,
eh ben, c'est rare que tu entends des gens dire oh ouais, moi je m'éclate au travail, je suis super pote avec mes collègues, ça se passe super bien. Après, on n'est pas là pour se faire des potes. En principe, on est là pour travailler. Mais s'il y a une ambiance qui est quand même agréable, c'est pas de refus. Et dans le monde du travail, honnêtement, je pense parler pour 80-85% de la population, c'est vraiment pas une partie de plaisir d'aller au travail. Je vais donner mon anecdote personnelle sur le sujet. Moi, j'ai commencé mon premier emploi, c'était à Peugeot. J'avais commencé de nuit, etc. Donc c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas déjà l'habitude de travailler de base et encore moins de la nuit. Alors je t'explique pas la galère que c'était un petit peu pour moi, le temps d'adaptation, etc. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a rien de très intéressant sur ce sujet. Par contre, pour mon deuxième emploi, c'était mon employeur, ou plutôt la société dans laquelle je travaillais, c'était une société de livraison. Donc on faisait du montage de mobilier pour Ikea, la chaîne mobilier Gauthier, Alinea, etc., etc. Et mon patron, à cette époque, il m'avait proposé de me mettre en poseur de cuisine. Donc j'ai fait que de la pose de cuisine pour justement Ikea. Et la première chose que j'ai retenue moi là-bas, c'était les heures de travail que je faisais qui étaient juste incroyables. À l'époque, j'avais démarré ce travail, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 ans, c'était en 2016. Et je travaillais donc à peu près 70-75 heures par semaine. Ça peut paraître énorme et je pourrais peut-être passer pour un menteur, mais pourtant c'est bien réel. Je commençais à 7 heures le matin, je finissais à peu près à 20 heures le soir. C'était rare qu'on prenait des pauses entre midi et 2. Et on faisait ça du lundi au samedi. Donc c'était vraiment hardcore. Et ce que je trouvais vraiment hardcore dans tout ça, c'est qu'au final, peu importe les heures que je faisais, plus je donnais à la personne et plus, en gros, je lui donnais mon doigt, on me bouffait la main. Et c'était toujours comme ça. Plus je donnais, et à la fin, plus ça allait me retomber dessus. Si par exemple, il y avait un jour où j'étais fatigué, où j'allais demander, voilà, est-ce que je peux avoir un jour de repos pour cette raison bien spécifique, on pouvait potentiellement m'envoyer balader en me disant que non, c'était pas possible, etc., etc. Alors que je voyais que les autres personnes qui étaient plus dures que moi et qui disaient tout de suite non pour tout et n'importe quoi, ben en fait, ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. Et c'était quand même assez intriguant. Je me posais la question du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est trop bon, trop con? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui va pas en fait dans ce système? Puis un jour, donc on en parlait juste avant, Daniel et moi, entre midi et 2, moi, si tu veux, j'ai regardé à un moment donné combien est-ce que les pauses de cuisine rapportaient à mon patron. Et quand j'ai vu le tarif de ce qui se mettait en poche, je me suis dit, mais putain, moi je suis vraiment un abruti en fait. Je suis un abruti, je travaille pour 70 € par jour, donc environ 10 heures minimum par jour pour une cuisine qui en rapporte 700-750 en moyenne. Je me suis dit, mais en fait, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, il faut vraiment que je me mette à mon compte. Pourquoi est-ce que j'irais travailler 10 jours à 70 € pour gagner la même somme, donc sur la base des 750, alors que je pourrais le faire en une journée? Et en fait, moi, le déclic, il est venu à ce moment-là. Le déclic de l'entrepreneuriat, il est venu à ce moment-là. Parce que je savais les capacités que j'avais, le domaine, je le connaissais, et j'avais que des bons retours des clients par rapport aux divers pauses que j'effectuais. Donc ça m'a mis en confiance et je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai besoin de personne finalement pour aller chez des clients et puis leur poser des cuisines. Et finalement, j'ai fait une demande à mon patron pour une rupture conventionnelle qui, bien sûr, avait été refusée. J'ai donc décidé de quitter la société. Et puis finalement, mon patron était revenu vers moi à cette époque-là et puis m'avait demandé si on ne souhaitait pas potentiellement s'associer sur tel ou tel projet. Et à l'époque, je pense que ça devait provenir de mon jeune âge. Alors je ne suis pas vieux du tout, mais 21 ans, c'était encore plus jeune. Mon ego en fait a été touché sur le fait que mon patron vienne chez moi pour me demander de s'associer avec lui, tu vois. Donc du coup j'avais accepté cette proposition là et derrière pour moi c'était un bon compromis puisque c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était papier, création de société, et je connaissais pas encore ce domaine là, donc
Donc c'était arrangeant pour moi également. Et par la suite, par rapport à tout ça, j'ai ouvert ma première société, puis je l'ai développée, je l'ai structurée sur la partie rénovation intérieure complète. Donc ça, c'est ma petite anecdote pour dire qu'est-ce qui m'a fait basculer finalement du salariat à l'entrepreneuriat. T'en penses quoi, toi, Daniel? Le salariat, j'étais très peu dedans. J'ai travaillé dans 2 boîtes, donc qui étaient 2 hôtels. Aux 2 endroits, l'ambiance était exactement la même. C'est-à-dire que j'arrive dans une entreprise et j'ai l'impression d'être forcé d'être pote avec tout le monde. Même des gens que je peux pas blairer, forcément, tu vas au travail, t'es « Ah, salut, ça va ?» Alors, il y a un hôtel, j'y suis allé pour essayer d'être pote avec eux, pour ensuite voir si on ne pouvait pas développer des affaires business à côté, parce que j'étais salarié dans des hôtels pendant que j'étais déjà entrepreneur. Donc, pour rappel, moi, je suis photographe et vidéaste et je travaille principalement avec des hôtels. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aider un petit peu un hôtel sur leurs besoins, comme ça, après, on se connaît mieux, et puis si jamais ils ont besoin de mes services, on sera amenés à travailler ensemble. Mais tu faisais quoi exactement en hôtellerie? Du ménage. Donc, toi, tu effectuais ils étaient en galère de ménage, en fait, donc je me suis dit, je vais y aller par là pour les rencontrer, je vais les aider un peu, comme ça Mais quand tu étais salarié, tu étais du coup prestataire de ménage dans l'hôtel en question, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et par la suite, du coup, tu as décidé d'ouvrir plutôt une chaîne, de te mettre en tant que vidéaste et photographe? Non. En fait, non, pas du tout. J'étais déjà photographe. Ouais. J'étais déjà photographe depuis 2020. Ok. Et en fait, ça, c'est l'année dernière. Donc, en fait, cherchant des clients dans l'hôtellerie, je cherchais des clients dans l'hôtellerie donc pour photographier des hôtels, faire des vidéos pour des hôtels, créer du contenu pour les réseaux sociaux. Mm-hmm. J'ai vu un hôtel pas loin de chez moi qui était en galère, qui recherchait des gens pour le ménage parce qu'ils étaient en galère, ils n'avaient personne, ils avaient une vague plus de monde qu'habituellement à une période. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller les aider, je vais aller les dépanner là-dessus, vu que le ménage, c'est un truc que je sais faire, j'en avais déjà fait dans un autre hôtel. Donc, j'y suis allé en fait pour les rencontrer, pour discuter, pour aussi bien les aider que les rencontrer et développer peut-être une relation commerciale par la suite. Et en fait, j'y suis allé, j'ai fait le travail et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme beaucoup d'entreprises, j'y suis allé, j'ai fait mon taf et après, casse-toi. Globalement, c'est ça. Je veux dire, tu t'es payé combien j'ai le SMIC. Ok, et tu faisais quoi, 8 heures par jour? C'était quoi la densité? 4-5 heures par jour. 4-5 heures, ok. 4-5 heures. Ouais, c'est le truc, je pense, on va dire... 6 jours dans la semaine? Non, c'était des jours... alors, c'était 5 jours et de temps en temps, il y a des jours qui sautaient quand ils n'avaient pas besoin, en fonction des gens qui venaient. Okay. En fait, comme quoi, je suis vraiment allé dans la boîte dans une optique de développer une relation et de rencontrer des personnes et de peut-être faire des projets en plus par la suite. Et au final, en fait, j'ai eu juste la sensation que c'est vas-y, t'es un salarié, c'est bien, fais ton taf et casse-toi. Mais sois sociable, sois copain avec tout le monde. Là, oui, le grand sourire, etc. Mais une fois que t'as fini ton taf, tu fais plus partie de l'entreprise. Forcément, il faut s'intégrer, comme ils disent. En fait, j'ai l'impression que dans le salariat, il y a beaucoup cette cohésion quand t'es au travail, mais dès que t'es en dehors, tout le monde s'en fout complètement de qui t'es. Ouais, c'est une forme d'hypocrisie, en fait. Complètement. C'est une forme d'hypocrisie. Moi, j'avais souvent ça. Mon ancien patron, je le voyais un petit peu comme un... J'ai toujours eu ce problème, moi, dans le business, et très souvent, je me suis fait avoir par rapport à ça. Des personnes que j'ai rencontrées où, on va dire, j'ai eu un attachement, où j'aimais bien la personne, et donc, du coup, forcément, tu discutes avec elle, etc., etc. C'est cool, c'est jovial. Et donc, tu rends des services, et puis, quand toi, tu as besoin d'un retour ou autre, très souvent on t'envoie chier, en fait. On t'envoie chier, et puis ça va que dans un sens. Ça, c'était un truc qui m'avait un petit peu dégoûté. Je me suis dit, ouais, bon, ça c'est terminé, maintenant je fais bien attention, faut que ce soit un petit peu plus cadré, et faut arrêter de penser que c'est le monde des bisounours, parce que finalement, un patron, ce qui est normal, mais un patron, c'est principalement là pour te donner des ordres, pour avoir un objectif précis à atteindre sur l'année en cours, et derrière, concrètement, t'as pas trop de... Enfin, on s'en fiche un petit peu de ce que tu fais dans ta vie. Hier, je parlais avec un pote à moi qui me disait justement qu'il avait un de ses collègues qui venait donc lui, il travaillait en travaux publics, il venait de se casser la figure, en fait, sur un chantier, donc il avait un arrêt maladie pendant un mois. Et son patron, en fait, il l'harcelait pour lui dire « Non, écoute, c'est bon, t'as rien, t'inquiète, viens au travail, etc., ça va le faire. » Alors que non, enfin, je sais pas, le mec, il
il s'est blessé. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce respect de l'humain, en fait. Il n'y en a pas. Enfin, ça dépend peut-être de la société, mais très honnêtement, moi, de mon expérience personnelle, j'ai pas encore croisé un patron qui va mettre en avant comment dirais-je, le bien-être en fait du salarié. Le bien-être. C'est de pire en pire, on le voit, c'est de pire en pire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est, ça va nous ramener finalement sur un autre sujet, l'importance de se créer des revenus alternatifs. Avant ça, j'aimerais juste moi sortir une anecdote qui est marrante, parce que c'est la première expérience que j'ai eue dans le marché du travail. C'était même du coup avant, c'était en stage. Je voulais juste en parler. Et en fait, pour moi, ça représente exactement ce que je pense du monde du travail. En gros, quand j'étais en licence, j'avais un stage de 6 mois à faire. Du coup, je l'ai fait dans un cabinet comptable. Je suis arrivé dans le cabinet comptable, ça faisait 1 semaine que j'y étais. J'ai donc la personne à qui appartient le cabinet comptable. C'est pas genre un employé lambda, c'est la personne à qui appartient le cabinet comptable. Elle vient, c'était le premier vendredi de la semaine. Elle vient vers moi, elle me dit tu vas pas assez vite, si tu te speeds pas, je te vire la semaine prochaine. Le premier vendredi de la semaine. J'ai commencé lundi, vendredi elle me dit ça. Et ah oui. Ah, tu veux dire en fait, premier vendredi les gens depuis que tu as commencé. penser que j'exagère, mais je vous jure que c'est la réalité. Vraiment, 5 jours, elle m'a dit ça. Ça veut dire que j'ai eu la boule au ventre les 4 prochaines semaines et elle m'a rien dit. Elle m'a laissé comme ça pendant 3 mois. Où je me disais, ok, là, peut-être vendredi, c'est mon dernier jour. En sachant que moi, j'avais commencé mon stage en retard parce que j'avais du mal à trouver un stage. Donc, si elle m'éjectait du stage, je refaisais mon année. En sachant que j'avais déjà largement la moyenne d'un point de vue scolaire, j'avais pas de problème. C'était juste ce stage de merde. Et au final, j'ai quand même pu finir ce stage. Et je me suis rendu compte en parlant à d'autres personnes de la boîte qu'en fait, j'ai pris pour quelqu'un qui est parti en congé maternité. En gros, pendant la période la plus compliquée, le plus gros rush dans les cabinets, il y a une personne qui est partie en arrêt maladie long et une personne qui est partie en congé maternité. Et du coup, j'ai pris pour les deux. Et je l'ai su qu'après. Et elle s'est jamais excusée. Il n'y a eu aucune gratitude envers le travail que j'ai fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ambiance qu'il y a dans les cabinets. En fait, c'est très... Tu travailles. Il n'y a pas de... C'est une ambiance morose. Vraiment, c'est genre une mentalité où genre t'es payé comme un esclave et tu travailles comme 50. Les gens, ils sont un peu mal baisés dans ce milieu-là, quoi. Mais vraiment, les gens venaient travailler le dimanche, alors qu'ils sont payés de lundi à vendredi. Ils venaient travailler le dimanche. Parce qu'ils voulaient avancer. Parce qu'ils avaient la pression. En fait, parce que, en gros, on te donne des dossiers et on te rajoute tout le temps des dossiers et jusqu'à que t'étouffes. Et quand t'étouffes, on commence à te dire ouais, mais tu sais, tu peux venir tu peux passer vite fait le samedi, tu peux vite fait passer le dimanche. Mais quand t'arrives en période de rush, t'es déjà plein et en plus de ça, il y a le rush. Donc ça veut dire que c'est tu viens, tu travailles 7 heures aussi le samedi et 7 heures le dimanche. Mais t'es payé du lundi au vendredi. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que c'est important par la suite pour une personne de se créer des revenus alternatifs par la suite, même quitte à toujours être dans le monde du salariat, c'est pas trop un problème. Moi, il y a un truc qui me fait toujours rire par rapport au niveau du système bancaire. Si tu veux, j'avais très souvent mon ancien banquier qui disait toujours ouais, voilà, vous n'avez pas des revenus stables, vos revenus sont pas sécurisés. Et du fait que justement j'avais ouvert une société et que j'avais pas de CDI en gros, quoi. Et c'était un truc qui me rendait fou, je comprenais pas trop le principe. Je me disais, mais attends, un mec lambda, il va toucher en moyenne, allez, on va dire 2000 € par mois, il va toucher 2000 €, il est en CDI. Et pour un banquier, lui, c'est la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il a ce fameux CDI. Ok. Disons que quand tu commences à entreprendre, moi à cette époque-là, je devais faire à peu près 15-20 000 € de bénéfices par mois avec ma première société de rénovation intérieure. Donc
c'est pas très compliqué à faire en rénov puisque les montants sont tout de suite assez importants par rapport à éventuellement d'autres business ou autres. Mais du coup, moi, je me souviens que la première fois, j'avais demandé un crédit pour un appartement, un appartement que j'aurais pu acquérir et que j'ai acquis au final à 17 000 €. On a refusé de me le financer. Et finalement, j'ai dû faire passer le crédit sur le nom de mon frère en crédit conso. Et puis mon frère m'a injecté l'argent sur mon compte en banque. Et puis moi, je le remboursais après mensuellement. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi je raconte ça, c'est la fausse idée de penser que tu es en sécurité quand tu es en CDI. Demain, ta boîte, elle fait faillite. Ça fait 10 ans que tu as touché 2000 €, c'est terminé. Du jour au lendemain, les 2000 €, tu les as plus, tu rentres au chômage comme tout le monde et terminé. Tu vas retrouver soit du boulot, soit tu vas ouvrir ton propre business. Tu vois, donc, alors qu'à contrario, quand tu entreprends, tu peux aussi te casser la figure. Mais c'est pas pareil, puisque au niveau de la motivation, au niveau des choses, c'est toi qui gères tout. Tu vois, c'est pas comme si tu étais salarié et tu dépendais finalement des compétences de ton patron, ou plutôt de la gestion de ta hiérarchie en gros, puisque forcément tu as la structure pyramidale qui va rentrer quand tu es dans le monde du salariat. Toi, tu es dans la partie basse de façon générale, et en gros, l'objectif, c'est d'essayer de monter cette pyramide pour aller le plus haut possible, sachant que tu seras jamais au-dessus de ton boss final, puisque le boss, ça reste le boss. Alors que quand tu es entrepreneur, tu commences directement par ce petit morceau de pyramide, et puis c'est à toi après d'éventuellement structurer et d'agrandir cette pyramide pour avoir des gens qui vont bosser. Donc on inverse la position. Disons que la seule chose que tu as, entre guillemets, sécuritaire en plus quand tu as un CDI, c'est que quand on te vire, tu as des indemnités pendant une période qui varient en fonction de la taille de la structure. Mais sinon, oui, effectivement, tu te retrouves au chômage comme n'importe qui et tu vas chercher du travail comme n'importe qui. Après, c'est un calcul à faire parce que, imaginons, tu prends, donc toi, tu es là pendant 10 ans, tu es dans une société et tu gagnes 2000 € net par mois. Okay, donc tu dis ok, dans le mindset, dans l'état d'esprit du salarié, tu vas dire ok, là je suis tranquille, je gagne 2000 €, mais au cas où si demain j'ai un problème, je suis tranquille. Ok. Imaginons le cas où tu entreprends quelque chose, donc tu pourrais très bien gagner, je sais pas moi, disons 5000 € par mois de rémunération. En tant que freelance, auto-entrepreneur, SASU, peu importe la structure juridique que tu vas mettre en place, et pendant 10 ans, en fait, tu aurais gagné 3000 € par mois, dans mon exemple, de plus que si tu étais salarié. Alors certes, tu n'auras pas, ou tu n'auras peut-être pas forcément le chômage comme étant salarié, mais si pendant 10 ans, tu as gagné 3000 € par mois en plus, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Ça, c'est une histoire de gestion. Tu vois, si t'es bon dans ta gestion, si t'es bon dans tes finances, finalement, la question à se poser, c'est est-ce que je préfère travailler 10 ans en auto-entrepreneur, par exemple, et gagner 5000 € par mois, ou alors avoir cette fausse, parce que pour moi c'est une fausse sécurité dans le monde du salariat, en se disant ok, là je vais gagner 2000 € pendant 10 ans, mais au moins pendant 1 an et demi, s'il y a quoi que ce soit, je suis au chômage. Ouais, pendant 1 an et demi, si tu as 2000 € de salaire, tu gagnes 990 € à Pôle emploi. Faut faire le calcul. Je pense que le calcul n'est pas très compliqué à comprendre. Dans la majorité des cas, ça va être beaucoup plus rentable d'être à son compte que d'être salarié. En fait, quand tu es salarié, c'est ton patron qui sait faire de l'argent avec tes compétences. Toi, tu travailles juste tes compétences. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui sais faire de l'argent. Et du coup, en fait, si tu te retrouves à la rue du jour au lendemain, si tu étais salarié, tu as des compétences, mais tu ne sais pas gagner de l'argent. Alors que si tu es entrepreneur, tu sais gagner de l'argent et donc tu vas pouvoir justement te rattraper plus vite. Et surtout, c'est plus une fois que tu sais gagner de l'argent, une fois que tu sais entreprendre, comme tu avais dit dans une autre fois, tous les business sont globalement pareils. Une fois qu'on a compris en fait comment ça marche, on peut faire n'importe quoi presque. Une fois que tu as acquis cette expérience, si tu te casses la gueule, en fait, c'est pas grave, entre guillemets, parce que tu peux te relancer tout de suite. Ouais, tu sais comment faire. C'est comme une recette de cuisine, finalement. Je veux dire, ou c'est comme le vélo. Tu vois, le vélo, c'est un schéma très simple, très bête, mais ça peut paraître bête, mais demain, tu sais faire du vélo, tu peux te casser la gueule 10 fois sur ta
sur ton vélo, c'est pas un problème. Tu vas remonter, puis tu vas repartir, et puis c'est réglé. En fait, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit. Après, il y a des personnes qui vont avoir une crainte de se lancer, et puis je peux le comprendre, parce que forcément, l'inconnu et sortir de sa zone de confort, ça fait toujours peur aux gens. C'est humain, en fait, c'est comme ça. Donc, je recommanderais pour les gens qui sont dans ce cas de figure d'éventuellement démarrer en tant que freelance ou auto-entrepreneur en ayant une seconde activité. C'est-à-dire, vous pouvez très bien rester salarié, vous restez salarié de votre entreprise, et puis vous commencez doucement, crescendo, avec une petite structure dans le domaine qui vous plaît, là où vous souhaitez développer quelque chose, et puis vous développez ça en parallèle, par exemple le samedi, potentiellement le dimanche, etc. Voilà, si c'est un business en ligne, si c'est un business physique, en fonction d'eux. Ça peut être une bonne alternative. Après, on peut parler également d'investissement. On peut parler de mon investissement préféré, forcément, ça va être l'immobilier. L'immobilier, c'est une très bonne chose pour une personne qui souhaite rester dans le salariat et qui voudrait potentiellement se créer des revenus alternatifs. Aujourd'hui, on a plusieurs modes de location possibles, plusieurs modes d'exploitation. On peut effectuer de la location courte durée sur Airbnb, Booking, qui est le système de location le plus rentable à l'heure actuelle. Vous avez la location classique, colocation, coworking, etc., etc. En fonction de votre profil et du temps que vous pouvez entreprendre dans cet investissement, faudra le mettre en adéquation avec le mode de location. Ça peut être une très bonne chose. Donc l'immobilier pourrait être un très bon point. On peut avoir tout ce qui est produits boursiers, donc les actions. On peut faire ça en swing trading, day trading, de l'intraday, etc. Ça dépend encore une fois de votre profil et du temps que vous pouvez mettre là-dedans. On peut avoir la crypto-monnaie qui est beaucoup plus volatile, où il faut investir au bon moment, etc., etc. Donc là, on pourrait faire une vidéo complète si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on traite une vidéo spécifique à l'investissement alternatif. Et puis voilà, on a quand même pas mal de belles choses, de beaux investissements qui sont possibles tout en restant finalement salarié. Mais encore une fois, l'idéal, si vous voulez vraiment avancer et être libre, donc la liberté, on parlait, Daniel et moi, pareil, entre midi et deux, qu'est-ce qu'était finalement la liberté en soi, la liberté financière, la liberté géographique, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et comment est-ce que vous vivez. Et en fonction de tout ça, on pourrait potentiellement trouver le business qui vous correspond. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à dire sur ce sujet ou pas. Ouais, moi je pourrais rajouter en fait que le plus dur, je pense, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de se lancer. Faites-moi confiance. La chose la plus difficile, c'est d'y croire. Une fois que vous arrivez à y croire, vous pouvez entreprendre et au final, vous allez peut-être pas réussir du premier coup, mais du moment que vous apprenez de vos échecs, du moment que vous persévérez, je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça n'existe pas quelqu'un qui entreprend pendant 10 ans et qui n'a pas acquis soit beaucoup de compétences, soit beaucoup d'argent, soit les deux. Moi, ça m'agace les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui échouent alors qu'ils sont super bons. J'ai un pote qui est dessinateur. Donc le mec, il dessine et il sait aussi faire des designs de sites internet, de tout ce qui est graphisme, etc. Le mec est extrêmement bon. Genre vraiment, c'est une bête là-dedans. C'est le meilleur que je connais. Je connais personne d'autre qui gère aussi bien que lui. Le gars, il était salarié dans une boîte en Suisse. Il s'est dit « Ah, le salariat, ça me plaît pas. J'arrête parce qu'en Suisse, on me traite comme un chien, etc. Je lance ma micro-entreprise. » Il a créé mon propre site à moi pour se faire son book à lui, pour avoir un truc à présenter à des clients. Il a essayé d'entreprendre pendant 4 ou 5 mois. Il a fait « Ah, j'arrive pas. » Le gars est de nouveau salarié. Alors que le mec est trop bon, le mec a de quoi faire des choses incroyables. Le gars, s'il développait sa démarche commerciale, sa démarche entrepreneuriale, il pourrait super bien réussir. Il a tout de quoi. Mais en fait, je vais te prendre un exemple avec ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. J'ai
j'ai un bon profil de personnes dans un domaine bien spécifique qui sont similaires à la personne que tu viens d'évoquer. Si tu prends les mecs qui démarrent en musculation, c'est juste incroyable. Les mecs, ils arrivent, ils te font 15 jours de muscu. Ça fait 15 jours, ils sont en train de se prendre en photo à la salle de sport, en train de regarder si ça a gonflé, etc., etc. Mais en fait, tu vois, ils passent plus de temps à se prendre en photo et à montrer aux gens qui sont à la salle de sport plutôt que de faire le sport en lui-même, c'est-à-dire d'effectuer la musculation. Résultat, au bout d'un mois, le mec, il fait quoi ? Il se dit, ouais, en fait, finalement, je prends pas, la muscu, c'est de la merde, je laisse tomber, j'abandonne. En fait, c'est clairement ça. À un moment donné, tu vois, si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Et ça, c'est une certitude. Donc, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, éventuellement qui ont ça dans un coin de la tête, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, je vous garantis qu'effectivement, ça ne marchera pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu n'as pas la détermination, si tu n'as pas l'envie de vouloir aller jusqu'au bout, et si tu t'arrêtes dès le premier obstacle, on en arrive à ce résultat. Si tu arrives à ce résultat-là, tu arrives à un échec, mais tu ne te poses pas forcément les bonnes questions. Si je reprends mon exemple, c'est quoi ? C'est pas que le mec, il a un corps pourri et qu'il ne sait pas prendre du muscle. Le problème, c'est qu'il s'est attardé à prendre des photos, et c'est ça sa problématique dans sa pratique du sport. C'est pas forcément qu'il n'a pas fait les bons exercices ou quoi. Tout ça, je le dis pourquoi ? Juste pour expliquer que des fois, on arrête alors qu'on n'essaie pas de comprendre le pourquoi du comment. Et là, dans cet exemple, c'est typiquement que le mec se prend plus en photo que de faire des exercices à la salle. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Exactement, c'est un très très bon exemple, parce qu'en réalité, tu ne peux pas échouer à prendre du muscle. On peut dire, oui, il y a des génétiques meilleures que d'autres, mais maintenant, dans le fond du sujet, tu peux pas dire « j'arrive pas à perdre du poids » ou « je n'arrive pas à prendre du muscle ». Parce que c'est mathématique, c'est une histoire de calories et de nutriments. À partir du moment où tu respectes ces choses-là, que tu as compris que ton alimentation est plus importante que ton entraînement, que tu t'entraînes régulièrement avec discipline et que tu exécutes correctement. En fait, si dans ta théorie, si tu appliques la bonne théorie à la pratique, le cas par exemple de la musculation, c'est vraiment un exemple où en fait c'est tout droit. Tu manges correctement, tu as les bons apports, tu vas t'entraîner 3 à 5 fois par semaine, tu te détruis pas tes muscles, tu cibles régulièrement des muscles à chaque fois différents, tu as un programme à la semaine et tu le répliques sur plusieurs mois, tu vas prendre du muscle et tu vas perdre du poids, c'est certain. C'est pas oui, si, il y a d'autres facteurs. Non, il n'y a pas d'autres facteurs. Le seul facteur, c'est toi. C'est toi et ta façon de faire. Exactement. C'est tout. Exactement. C'est aussi simple que ça, finalement. Donc, vraiment, au final, on pourrait résumer cette vidéo en disant qu'une personne qui souhaite entreprendre, c'est une personne qui doit rester focus, qui doit avoir, dans un premier temps, des objectifs, connaître les objectifs et savoir qu'est-ce qu'il veut atteindre au final, qu'est-ce que je veux faire, quel est le business que je veux mettre en place, comment est-ce que je vais m'y prendre, quels sont les contacts que je dois avoir, etc. etc. Donc il faut vraiment se poser une multitude de questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet ou pas ? Non. Pour moi, on a bien fait le tour. Ouais, on a bien fait le tour, je pense. On a fait une bonne introduction. Après, comme dit, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui se travaille beaucoup. Se franchir ce pas du salariat à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être difficile pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont dans le salariat depuis longtemps. Mais après, une fois qu'on a franchi ça, c'est tout un autre monde, c'est toute une tonne de compétences, c'est toute une tonne de choses qu'on peut apprendre. Et ça, forcément, on aura nos autres vidéos pour ça. Donc, on a bien fait le tour pour cette introduction à ce sujet. Et puis, par conséquent, il y a bien un échappatoire au monde du travail. Exact. C'est l'entrepreneuriat, comme vous l'aurez compris. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Abdé, Daniel et Kevin. Ciao. Abonnez-vous. Salut.